Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première édition de webinaire proposé par Coréation. Merci de participer à ce webinaire. Nous sommes très ravis de pouvoir connecter pour vous suivre. Nous sommes Coréasoft, conception, réalisation et analyse de software. En quelque sorte, la conception, la réalisation et l'analyse de software, ce n'est rien d'autre que tout ce qui est numérique. Donc, nous travaillons et nous donnons des services dans tout ce qui est numérique. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a lancé notre premier webinaire et nous sommes invités M. Bethany. OK. On peut débuter. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette première édition de webinaire chez Coréasoft. Nous sommes Coréasoft, conception et réalisation et analyse de software, une entreprise purement numérique. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire où nous allons vous parler de la place des techniques de sauvegardage de données dans une infrastructure système. Et on aura comme invité du jour beaucoup de connais présents, l'invité du jour. On aura comme l'invité du jour Bethany Kendoa, professionnel service ingénieur de Falcon Group Dallas, USA, qui va nous présenter la place des techniques de sauvegardage des données dans une infrastructure système. Lorsqu'il va débuter, lui-même débutera d'abord par se présenter et après, il va vous parler de la technique, de cette technique et après, on pourra conclure. On fera juste une heure. Donc, à 19h, on termine. Sans plus tarder, je passe la parole à l'invité du jour et j'espère qu'il est là. Il fait ce que nous faisons. OK, merci beaucoup, Kalenga Trésor, et bonsoir à tous les participants qui se sont connectés depuis le Congo, et bonjour à ceux qui sont connectés depuis ici aux États-Unis où je me trouve. Alors, exactement comme on avait dit, on va commencer à 18h, heure de Kin. Voilà, il est temps, on va commencer notre webinaire de ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'aimerais pas trop m'attarder non plus aussi à la présentation. Je m'appelle Bethany Kendoa. Je suis informaticien de formation et de profession, détenteur d'un diplôme de télécommunications et administration réseau à l'ISIPA en 2010. Et je suis au semestre terminal dans une spécialisation de sécurité informatique au County College à Dallas, ici aux États-Unis où je vis. Et sur les plans professionnels, j'ai eu à parcourir un certain nombre d'entreprises, entre autres au Congo, la Commission électorale nationale indépendante, où j'ai été de 2010 à 2012 technicien de support et de 2012 à 2015 administrateur réseau et système. Et de 2015 à 2016, je travaillais ici aux États-Unis comme technicien de support pour les comptes de Expedia. Et juste après ça, je suis allé chez Checkpoint Software où je travaille comme
Technical Advisor et après Checkpoint Software. Je travaillais pendant 2 ans comme support ingénieur chez Folcom Group. Et après ça, j'ai été promu au poste de Team Lead Escalation Engineer où j'ai travaillé dans la même entreprise pendant 1 année. Et juste après ça, de début 2021 jusqu'à ce jour, je travaille comme professional service engineer dans la même compagnie. Voilà un peu en ce qui concerne ma présentation. Au-delà de cela, je suis assistant chargé de cours à ISIPA et je suis formateur en informatique et coach. Voilà. Alors, je vais faire juste une exposé sur notre thème et après que j'aurai fini l'exposé, on va devoir prendre des questions. Mais je vois quelqu'un lever sa main. Je ne sais pas si c'est lié au fait de ne pas bien m'écouter ou qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est Bidoya. Y a-t-il un problème? Oui, allô? Je vous entends. C'est juste par rapport au son. Mais maintenant, là, la session vient d'être décantée. C'était chez moi ici. C'est la OK. connexion qui m'écoute. Ça va. OK, merci beaucoup. Alors, pendant que je serai en train de faire l'exposé magistral, si vous avez une question, vous pouvez juste la noter quelque part et juste à la fin, on va prendre le temps de répondre aux différentes questions. Le thème que nous avons le plaisir de partager avec vous en ce jour, c'est l'importance des backups ou on peut dire en français des techniques de sauvegarde dans une infrastructure système. Je n'ai pas voulu mettre tous les thèmes ici parce qu'il était très long. L'importance des backups. Vous allez avec moi comprendre pourquoi l'importance des techniques de sauvegarde et pourquoi j'en parle. J'en parle simplement parce que c'est un élément très capital. Je dirais même le socle de tout ce que nous, en tant qu'administrateurs système, administrateurs réseau, nous qui œuvrons dans le monde de IT, que nous devons toujours avoir à l'esprit, la notion de sauvegarde. Et avec la petite expérience que j'ai jusque-là dans le monde IT, je me dis, si tu n'as aucun plan de backup ou aucun plan de sauvegarde, vaut mieux ne rien implémenter ou encore vaut mieux ne rien changer. Parce que un bon ingénieur, c'est celui qui, avant d'implémenter quelque chose ou encore avant de modifier ce qui existe, a toujours des options en ce qui concerne le backup. Il sait savoir retourner à l'état initial lorsque le besoin s'impose. Vous serez dans la suite d'accord avec moi et que, quelle que soit les précautions que l'on peut prendre en tant qu'ingénieur, il arrivera toujours des circonstances qui vous imposeront à retourner vers le backup. Et si vous n'aviez pas pris en compte ces méthodes ou encore ces mécanismes, cela vous posera beaucoup de difficultés et beaucoup d'ennuis. Alors, dans l'introduction, j'aimerais que l'on comprenne lorsque on parle de backup. Aujourd'hui, l'informatique est ce qu'elle est. Ce n'est pas forcément à cause de toutes ces technologies qui tournent autour. C'est simplement parce que l'informatique traite les informations. Et on dit que celui qui a l'information a les pouvoirs parce que l'information, c'est justement ça qui donne les pouvoirs. Et l'informatique traite les données, traite les informations. Alors, il est très important et très capital de comprendre les mécanismes et tous les aspects qui sont liés au traitement des données. Si
les hôpitaux, par exemple, ont besoin de nous, professionnels en IT, ce n'est pas parce qu'ils ont juste besoin de voir des serveurs ou encore besoin de parler des aspects techniques, mais c'est parce qu'ils ont besoin justement de traiter leurs informations d'une façon différente. Et là, vous avez par exemple des certifications comme HIPAA qui vous donnent le mécanisme et tout le principe qui s'impose en ce qui concerne le traitement des données médicales. Vous avez des certifications comme CGIS qui vous donnent les mécanismes qui s'imposent en termes de données criminelles. On parlera des écoles, on parlera de toutes ces structures qui aussi traitent les données et vous êtes dans l'obligation de les aider à manipuler les données. Alors, vous devez comprendre que notre responsabilité en tant que professionnels en informatique, c'est de nous assurer que ces institutions ont accès à leurs données. Non pas seulement qu'elles ont accès à leurs données, mais aussi ces données sont traitées comme il le faut avec tous les principes qui s'imposent. La notion de disponibilité ainsi s'impose. Et lorsque je parle de backup, je sais qu'à première vue, on peut directement penser à sauvegarder les données d'utilisateurs, sauvegarder les fichiers, alors que cette notion va au-delà de tous ces aspects. Pourquoi? Parce que, encore, comme je l'ai dit à l'introduction, tout ce qui intéresse l'utilisateur final ou encore les institutions, c'est la disponibilité de leurs données. Et cette disponibilité s'impose à plusieurs mécanismes. Premièrement, vous avez l'infrastructure sur laquelle ces données reposent. Là, je parle de votre système de stockage, je parle de vos serveurs, je parle de vos équipements d'interconnexion. Tous ces éléments font partie et jouent un rôle très capital et très important en ce qui concerne le traitement des données. Par conséquent, tous ces équipements aussi font partie des politiques et des mécanismes de backup. J'ai jusque-là vu beaucoup d'ingénieurs, lorsqu'ils parlent de backup, ils ne se limitent qu'à implémenter des mécanismes ou encore à se concentrer sur des techniques pour sauvegarder les données d'utilisateurs. Or, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, tout ce qui intéresse l'utilisateur final ou encore une institution est que ces données soient disponibles. Et cette disponibilité des données impose un certain grand nombre d'éléments, comme je l'ai dit, l'infrastructure en premier lieu, dans toute son entièreté, mais au-delà de cela aussi les données de l'utilisateur. Et c'est là que ces deux notions importantes s'imposent. Lorsqu'on parle en termes de technologie de backup, vous avez le RTO et le RPO. Le RTO, c'est l'acronyme de Recovery Time Objective, c'est-à-dire c'est la durée maximale d'interruption admissible d'une ressource informatique. Et le RPO, Recovery Point Objective, c'est la quantité maximum d'enregistrement des données qu'il est acceptable de perdre lors d'une panne. Pourquoi ces notions sont importantes? Parce que il est très difficile d'implémenter, quelle que soit la volonté que l'ingénieur peut avoir, une infrastructure ou un système qui soit fiable à 100%. Voilà pourquoi lorsqu'il y a négociation de marché ou encore contrat afin de déployer et d'implémenter un système, il y a toujours un document sur lequel on discute qu'on appelle SLA, c'est-à-dire Service Level Agreement, où on se met d'accord sur la fiabilité et sur la qualité même du système et des services que nous sommes en train d'offrir. Et c'est dans ces documents-là qu'on discute de ce genre de choses. Le client ou encore l'institution qui vous donne la charge de manipuler ces données ou de mettre en place un système qui va devoir gérer ces données aimerait savoir quels sont vos mécanismes en cas de problème. Parce que, comme on le verra dans la suite, quel que soit ce que vous puissiez faire, il y a toujours des cas et des circonstances qui s'imposent et
nous oppose à la perte parfois des données ou encore à l'interruption du système. Et l'interruption du système fait que l'accès aux données ne soit plus disponible. Alors, c'est ainsi, comme je l'ai dit, on parle de RTO, c'est-à-dire le client doit savoir quelle est la durée maximale où ces données pourront ne pas être accessibles. Vous devez les définir, non pas seulement les définir, mais aussi vous devez le respecter. Et deuxièmement, en cas d'un problème qui impose la perte de données, quelle sera la quantité des données qui seront perdues en termes de pourcentage et en termes de temps où les données ont été écrites dans les systèmes. Et ces deux éléments sont très importants lorsqu'on parle des notions de backup, comme je le disais, parce qu'elles imposent impérativement la mise, lorsqu'on pense, on pense en termes de restauration des données, on revient par rapport à ces deux notions. Alors, quelles sont les causes des pertes de données? Parce que comme je dis, quelle que soit votre expertise, quels que soient les équipements que vous pouvez mettre en place, quel que soit le mécanisme, la politique, les stratégies que vous pouvez mettre en place, il y a toujours et il y aura toujours des circonstances qui peuvent vous contraindre ou vous mettre dans une position où les données ne soient plus totalement disponibles. Ainsi, vous avez par exemple le piratage. C'est l'une des causes. Il y a une attaque informatique qu'on appelle ransomware, où le pirate, tout ce qu'il va faire, il va s'assurer d'avoir accès aux données importantes de l'entreprise ou encore de l'institution. Dès qu'il a accès à ces données, il les crypte. Je crois qu'ils sont en train de parler aux informaticiens et on sait que lorsque les données sont cryptées avec un niveau de sécurité ou une clé précise, ça ne sera pas une tâche aisée de retourner ou encore d'avoir accès à ces données. Je vis beaucoup d'attaques comme ça où le pirate vont juste s'assurer accéder par exemple aux données financières. À la minute où ils arrivent à crypter ces données, vous n'avez plus accès à cela et ils vous donnent des coordonnées bancaires pour que vous puissiez retrouver vos données, c'est-à-dire pour qu'ils puissent décrypter et vous redonner accès à vos données. Et c'est parfois des choses que vous pouvez mettre dans l'entreprise, des mécanismes pour éviter que cela arrive. Mais si vos utilisateurs ne sont pas bien formés, ils ne sont pas formés avec de mécanismes ou de stratégies basiques en termes de sécurité informatique, ils peuvent constituer une porte dérobée et faire à ce que les données importantes soient cryptées. Et même si l'utilisateur, vous êtes IT dans une entreprise, l'utilisateur commet une erreur et on arrive à crypter les données, ça retombe sur vous parce que c'est vous qui devez travailler pour restituer ou reconstituer ces données. Alors, le pirate va proposer une somme d'argent à payer afin de décrypter. Et si vous payez, ils vont décrypter parce que c'est un business qu'ils font. Ils aiment tenir à leur parole. Mais le problème maintenant est que dans un pays comme celui-ci où je suis aux États-Unis, la CIA et le FBI ont des lois imposées et que quiconque payera aux pirates l'argent suite à une attaque de ransomware, on va s'attaquer à vous. Donc, vous êtes coincé. Et un problème comme ça, vous ne pouvez le résoudre que si vous aviez compris les notions de backup, parce que lorsque ça arrive, tout ce que vous allez faire, vous pouvez recourir et retourner rapidement à vos backups afin de relancer les systèmes. Parce que les données qui ont été cryptées, vous les considérez perdues et vous retournez à vos backups. Et aussi là, vos backups peuvent ne pas être d'actualité. Je prends par exemple le cas à supposer qu'on a crypté les données QuickBooks. QuickBooks, c'est une application, une ERP de gestion de la comptabilité et finance. Supposons que c'est le fichier de QuickBooks qui a été crypté. Alors, lorsque vous allez retourner à votre backup, le backup
peut ne pas contenir les données qui ont été enregistrées quelques minutes ou quelques heures avant le piratage. Et c'est là que dans la suite ici, je vais vous expliquer une notion importante qui vous permet même de ressortir le temps ou la quantité de données qui peuvent être perdues en cas de problème de stockage. Pour ceux qui sont en train de rentrer, au début, on a dit, si vous avez une question, notez-la quelque part. Dans quelques minutes, lorsque je finis l'exposé, je vais prendre les questions. Alors, deuxièmement, il y a une panne. La panne peut toujours arriver. Une panne peut toujours intervenir. Vous pouvez bien vouloir l'éviter. Votre système de stockage peut tomber en panne. Votre ordinateur Windows, votre serveur Windows peut ne plus vouloir démarrer. Ce sont aussi des causes que volontairement vous pouvez bien vouloir éviter, mais qui peuvent toujours arriver pour une raison ou une autre. Je donne un exemple. Vous avez un ordinateur ou un serveur critique. Et souvenez-vous, au début, je dis, lorsque je parle de backup ici, je parle de backup dans l'entièreté, mais aussi de backup du système dans son ensemble. Vous avez un serveur critique qui n'est pas virtuel, mais qui est physique. Et pour une raison ou une autre, Windows ne sait plus démarrer. Qu'est-ce que vous faites? Si vous aviez un backup, dans peu de temps, vous pouvez avoir la possibilité de restaurer ces serveurs dans son état initial de fonctionnement. Il y aura un temps certainement acceptable au niveau des SLA, comme je l'ai dit, Service Level Agreements, par rapport à votre RPO, RTO que vous avez mis en place, le système peut retourner. Il y a des causes naturelles. Combien de fois n'avons-nous pas vu des data centers voler en fumée? Il y a des incendies comme ça, il y a des tremblements de terre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est ce que je dis parfois, même en termes de sécurité. Là, quand on parle de sécurité, on ne sécurise pas seulement physiquement, logiquement les équipements. On fait aussi la sécurité physique. Tu peux dire, non, je suis expert en sécurité, je vais bien sécuriser mon infrastructure et je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui peut me pirater. Et si je lance une bombe dans ton data center ou dans ton, là où il y a tes serveurs et les serveurs se brûlent, c'est aussi une attaque. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger contre ces genres d'attaques? Il y a des choses que l'on ne peut pas faire, on est limité en termes de configuration d'implémentation, mais on peut le pallier en pensant aux solutions backup et aux solutions de réplique. Mais aussi, j'ouvre une parenthèse à ce niveau. Le backup, tout ce que je suis en train de dire ici, c'est très important. Et vous allez comprendre dans la suite, mais son implémentation parfois demande les coûts. Ça demande de l'argent. Et nous, en tant que professionnels en informatique, on a l'obligation de faire comprendre ces choses aux décideurs. Parce que tu es, par exemple, IT dans une entreprise très importante qui n'a qu'un seul serveur sans site de reprise d'activité. Tu viens, tu cherches à faire comprendre aux décideurs que non, voilà, j'ai besoin que nous puissions avoir un site distant. Si, par exemple, on est, le bureau, c'est à Gombe, je veux que nous puissions avoir un site distant à l'UPN. Au cas où il y a un problème qui intervient au niveau du site principal à la Gombe, on peut continuer à avoir nos données à l'UPN. Tu peux argumenter, ils vont accepter. Mais après 1 mois, après 2 mois, 3 mois ou une année, ils se rendent compte qu'ils sont en train de payer peut-être le building, payer la connexion Internet, le courant dans un site distant qui n'est pas utilisé. Ils vont se dire que ça ne sert à rien. Ils peuvent ne pas vouloir une solution comme ça. Mais jusqu'au jour où il puisse y avoir un problème naturel, comme on l'a dit, une cause naturelle, c'est à ce moment-là que l'importance de ce genre de solutions remonte à la surface. Voilà pourquoi on doit être conséquent et comprendre ces choses et chercher d'une manière ou d'une autre à l'imposer. Mais aussi, il y a l'erreur humaine qui est souvent en grande partie responsable et la cause de la perte des données. Alors,
La solution à tout ce que je viens de dire précédemment, justement, c'est le backup. Le backup se voit être la solution à tout ce que je viens d'évoquer précédemment. En termes simples, le backup consiste juste à copier ou archiver les données pour pouvoir le restaurer en cas de perte. Et encore, j'insiste, ces données ne sont pas seulement à première vue ce qu'on appelle données d'utilisateur. Lorsque je parle des données, je parle des données dans son entièreté. Je vois même les données liées aux équipements réseau, mais aussi les données liées aux équipements système. Tous ces mécanismes que vous mettez en place pour vous permettre de remettre le service en état fonctionnel après un problème, c'est justement ce qu'on appelle le backup. Quels sont les éléments que nous sauvegardons? Premièrement, les données, qui sont les données des utilisateurs. Et en parlant des données, vos mécanismes de backup seront faciles à implémenter si déjà dans votre infrastructure, vous avez un système de gestion centralisée des données. C'est-à-dire, vous avez par exemple un serveur de fichiers et tous les utilisateurs ont accès à leurs données depuis ce serveur de fichiers. Donc, les utilisateurs n'ont pas les données dans leur machine locale, mais toutes les données sont stockées et sauvegardées au niveau d'un serveur de fichiers. Cela vous met dans une position où vous n'avez que à implémenter les techniques de sauvegarde au niveau du serveur de fichiers et vous n'avez pas à vous inquiéter de machines clientes. Deuxièmement, un élément très important que plusieurs négligent et ignorent parfois, c'est la sauvegarde des configurations. Lorsque je parle de configuration, je vois la configuration les configurations de tous vos équipements système et réseau. C'est-à-dire configuration de vos pare-feux, configuration de vos switches, configuration de vos contrôleurs Wi-Fi, configuration, tout équipement possible que vous avez dans votre infrastructure, vous devez apprendre ou avoir leur sauvegarde. Pourquoi? Si on revient à mon introduction, j'étais en train de dire que tout ce qui intéresse l'utilisateur, c'est quoi? C'est la disponibilité de ces données. Vous avez une infrastructure où toutes les données sont, par exemple, dans un serveur de fichiers. Et un bon matin, vous vous réveillez, un switch d'accès ou un switch core tombe en panne. Et du coup, les utilisateurs ne savent plus accéder à leurs données. Est-ce que vous allez prendre tout votre temps? Si le switch est transparent, ce n'est pas un problème. Vous prenez votre switch, vous remplacez dans le rack, vous remettez les câbles et ça passe. Mais si vous êtes dans une infrastructure où vos switches sont configurés avec des VLAN, configurés avec des Jumbo Frame, configurés avec des routages de niveau 3, automatiquement, ce n'est pas dans 10 minutes que vous allez remettre le système en marche. Et souvenez-vous, j'ai insisté sur la disponibilité des données pour l'utilisateur. Mais si vous aviez la configuration du switch, il vous suffit d'avoir un switch de la même nature, et là j'ouvre une parenthèse, un bon ingénieur, lorsqu'il fait la conception ou la planification de son système, si pour le fonctionnement de mon infrastructure, j'ai besoin de 3 switches, eh bien, je prendrai mes 3 switches, je le mets dans le réseau, mais je vais m'assurer d'avoir un switch de backup, c'est-à-dire un autre switch de la même nature que les autres, que je n'utilise pas, que j'ai juste gardé en cas de problème. Je veux rapidement swapper et mettre la configuration pour que le système rentre et retourne en marche. Troisièmement, on fait le backup des serveurs. Vous avez un serveur physique et vous avez des machines virtuelles dans un réseau qui se respecte. Et l'idéal serait aujourd'hui de n'avoir pas de serveurs qui exploitent des services sur des serveurs physiques. Je m'explique.
S'il y a lieu que vous puissiez avoir des serveurs physiques dans votre infrastructure, que ce soit des hyperviseurs de niveau 1, VMware, Hyper-V ou encore Xen Server, et rassurez-vous d'avoir tous vos serveurs sur des machines virtuelles. Pourquoi? Parce qu'il est très facile et très rapide de restaurer un serveur virtuel qui est un serveur physique. Beaucoup de solutions de backup, comme je vais les parler dans la suite, vont vous donner des options. Lorsque c'est une machine virtuelle qui a un problème, ils vont les restaurer dans moins de 5 minutes. Vous avez votre serveur encore fonctionnel. Mais si c'est une machine physique, il y a deux types d'options. Je vis des solutions de backup aujourd'hui qui vous permettent de restaurer une machine physique sur une machine virtuelle. Mais là, vous serez obligé de connecter votre système de sauvegarde avec votre hyperviseur, VMware ou encore Hyper-V. Comme ça, si votre serveur physique tombe en panne, la restauration du backup va directement redémarrer le serveur comme machine virtuelle et le service va continuer à avancer, va continuer à fonctionner. Pour répéter ce que je disais, il est très important et très facile aujourd'hui de restaurer vos serveurs lorsque ce sont les machines virtuelles que lorsque ce sont des machines physiques. Mais si vous avez des machines physiques, beaucoup de solutions de sauvegarde un peu avancées aujourd'hui peuvent restaurer une machine physique en machine virtuelle. Mais les autres qui n'ont pas cette option, c'est que ce qu'elles vont faire, ça va vous demander de booter les serveurs sur USB ou encore sur CD. Lorsque le serveur aura démarré, vous pointez sur votre système de sauvegarde. C'est à ce moment-là que la restauration du serveur va avoir lieu. Mais c'est une procédure qui peut vous prendre 1 heure ou 2 heures. 1 heure à 2 heures, c'est beaucoup trop alors pour certaines entreprises. Je sais, j'ai un client qui est réparti ici aux États-Unis. Il a un seul site au niveau de New York où chaque jour, ils vendent des pièces automobiles. Et chaque jour, s'ils vendent peu, c'est 100 000 $. Ils reçoivent des appels depuis les garages au téléphone et ils livrent les pièces automobiles. Alors, un client comme ça ou une infrastructure comme ça, lorsqu'ils ont une panne, vous n'allez pas leur expliquer que non, on va restituer les services en marche après 3 heures, 4 heures. C'est beaucoup d'argent de perdu pour eux. Alors, voilà pourquoi le RPO et les RTO doivent être minimisables par rapport au SLA que vous avez mis en place. Et ces choses deviennent faciles et pratiques lorsque, au niveau des serveurs, vous utilisez par exemple des machines virtuelles en lieu ou place des machines physiques. Le seul machine physique que vous aurez dans ces cas, dans votre infrastructure, devront être des hyperviseurs de niveau 1 ou encore des hyperviseurs de niveau 2. Enfin, vous avez le PC VIP. Qu'est-ce que j'appelle PC VIP? L'idéal serait d'avoir toutes les applications au niveau du serveur et que les utilisateurs utilisent les clients légers, c'est-à-dire des ordinateurs qui n'ont pas beaucoup d'applications. Toutes les applications sont au niveau des serveurs, comme les RDS. Vous utilisez par des technologies de remote desktop service. Vous pouvez encore utiliser des applications, des systèmes comme le virtual desktop, où la machine cliente est un client léger. Tout le système est au niveau du serveur. Et dans ce cas, vous vous occupez de la sauvegarde des serveurs. Et en cas de problème, vous remontez sans problème, vous remontez aux données juste au niveau des serveurs. Mais il s'avère qu'il y a des ordinateurs VIP. Quand je dis ordinateur VIP, je vois dans l'entreprise, par exemple, des ordinateurs des exécutifs, des CEO, de ces genres de personnes. Ils peuvent avoir des données très importantes sur leur machine. Mais aussi, un PC VIP peut être un ordinateur sur lequel on a installé une application précise. Vous ne savez pas virtualiser parce qu'il y a des éditeurs de logiciels qui associent la licence de la machine à
une clé USB qui doit être connectée sur la machine. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque une machine comme ça a un problème Windows? Windows tombe sur une machine comme ça. Windows ne démarre plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à réparer le système. Combien de temps ça va vous prendre? Sans oublier que ça peut ou ne pas fonctionner. Alors, si vous faites le backup d'une machine comme ça, même si le système tombait, vous revenez rapidement aux données. Quels sont les types de backups que nous pouvons avoir? Nous avons les backups qu'on appelle complètes, c'est-à-dire sauvegarde complète, qui est un backup initial que nous faisons juste après que vous ayez implémenté un système. Donc, le premier backup que vous faites, il est lourd, il prend beaucoup de données. C'est ce qu'on appelle backup complète. Et deuxièmement, vous avez une sauvegarde différentielle et troisièmement, la sauvegarde incrémentielle. La sauvegarde incrémentielle, c'est lorsque vous avez une sauvegarde totale au bas niveau et les modifications viennent s'ajouter au fur et à mesure. La prochaine backup que vous allez faire ne va plus prendre en compte tout le backup parce qu'il y a déjà un backup de base qui est total. Les modifications que vous ferez ne vont prendre en compte que les écarts qui ont été effectués depuis votre sauvegarde totale et les modifications faites par les utilisateurs. Mais la sauvegarde différentielle, c'est lorsque vous avez justement votre sauvegarde totale, les modifications ont été faites, mais le backup qui sera pris va prendre en compte toutes les modifications qui ont été faites depuis la sauvegarde complète. Dans beaucoup d'infrastructures, vous n'utiliserez pas la sauvegarde différentielle parce qu'elle est gourmande en termes d'espace, en termes de stockage. J'en parlerai dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que nous restaurons? On a fait le backup, qu'est-ce que nous restaurons? J'ai dit on peut restaurer les fichiers. On peut restaurer les conteneurs, c'est-à-dire les dossiers et autres. On peut restaurer les serveurs et les ordinateurs, mais aussi on peut restaurer les configurations. Parlons en termes de restauration des configurations. C'est vrai, je dis que lorsqu'on fait les backups, on ne s'intéresse pas seulement au backup des données, on fait aussi les backups de serveurs. Pour aller un peu plus loin, on fait aussi le backup des switches et des équipements réseau. Je sais, pour tous ceux qui travaillent sur les équipements réseau, comme les routeurs, le pare-feu, tous ces équipements vous donnent des options de backup où tu vas juste cliquer et puis automatiquement tu sauvegardes. Mais le problème est que lorsque tu fais ou tu reposes le système de sauvegarde de ton infrastructure sur ces mécanismes-là, ça peut ne pas être fiable. Dans ce sens où chaque fois qu'il y a une modification qui est faite dans le système, vous devez vous souvenir qu'il faut faire la sauvegarde et que vous puissiez sauvegarder. Mais je vais vous parler dans la suite, il y a des solutions de sauvegarde online, c'est-à-dire en ligne, qui peuvent faire la gestion automatique de vos sauvegardes. C'est-à-dire, vous avez votre pare-feu, par exemple. Le système, lui, il prend la sauvegarde initiale de l'état de votre pare-feu. Toutes les modifications qui seront faites sont automatiquement sauvegardées. Et le jour que vous avez un problème sur cet équipement-là, ou vous remplacez avec un autre équipement de la même nature, vous pouvez automatiquement recourir à cette sauvegarde-là en ligne pour restaurer votre système. Et quelles sont les contraintes qui sont liées à toutes ces notions de stockage? Premièrement, l'espace de stockage. Vous avez vos serveurs en entreprise qui déjà vous demandent beaucoup en termes de stockage des données. Si vous voulez avoir aussi des mécanismes de stockage, ça veut dire que vous devez aussi avoir des serveurs à part dédiés juste pour sauvegarder vos données. Je suis une entreprise, j'ai une quantité importante de données qui rentrent chez moi. Ça veut dire que je dois commencer à sauvegarder toutes ces données dans
mon infrastructure, dans mon système. Ça va poser un problème en termes de stockage. C'est ainsi qu'il existe ce qu'on appelle politique de rétention, c'est-à-dire retention policy. C'est le mécanisme qui vous permet et qui vous aide à résoudre tout problème lié en termes de stockage. J'ouvre une grosse parenthèse là pour nous aider à faire comprendre, à comprendre ce que je suis en train de dire. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en termes de stockage de leurs données, utilisent encore des bandes magnétiques, qui est une très vieille et très ancienne technologie de sauvegarde. C'est bien. L'avantage de la bande magnétique est qu'il y a fiabilité de données. Lorsqu'elles sont sauvegardées, elles peuvent être gardées pendant un très long moment. Mais le problème est que lorsque vous voulez restaurer les données depuis une bande magnétique, il y aura un problème parce que si vous comprenez comment fonctionnent les mémoires, on vous dira qu'il y a des mémoires à accès direct et aussi des mémoires à accès séquentiel. La bande magnétique, par exemple, utilise le type d'accès séquentiel. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous, pour ceux qui sont peut-être de ma génération et un peu plus, lorsqu'on avait des films sur des bandes VHS, si tu veux suivre un film, par exemple, le milieu d'un film, tu dois parcourir toutes les séquences. On avait des options pour rebobiner. Parce que c'était une technologie à accès, qui n'était pas accès direct parce que c'est la bande magnétique. Mais aujourd'hui, avec le SSD qui utilise des composants électroniques, l'accès non pas seulement qu'elle est direct, mais aussi est très rapide. Alors, voilà pourquoi l'idéal est d'avoir des serveurs de sauvegarde qui reposent non pas sur la bande magnétique, mais qui reposent sur de stockage comme des disques durs. Mais aussi, parlant de disques durs, comme je l'ai dit tantôt, vous avez les disques qui tournent, qu'on appelle des spanning disks, et les SSD. Les disques qui tournent, ce sont les disques avec la technologie magnétique. Avec cette tête d'écriture sur les disques qui doit écrire sur les secteurs, sur les pistes, sur les segments, au niveau des clusters, ça prend un long moment lors de l'écriture. C'est un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, en termes de rapidité de traitement des données, on préfère les disques durs qui sont SSD, Solid State Disk. Ça coûte un peu cher, mais vous avez l'avantage de la rapidité parce que, un, ce sont des composants électroniques et il n'y a pas de parties qui tournent dans le disque dur. Et on sait tous que lorsque vous avez un équipement où il y a des parties mécaniques, tout ce qui tourne, tout ce qui est mécanique, il y a toujours transformation de l'énergie mécanique en énergie, en une autre forme d'énergie, et ça va produire de la chaleur. Et ce genre de stockage pose problème. Donc, pour fermer ma parenthèse à ce point, si vous pensez un jour implémenter des technologies de sauvegarde, rassurez-vous que si vos techniques reposent sur des équipements, que les disques qui sont sur ces équipements soient de SSD. Ça va vous épargner en termes de chaleur et en termes de temps d'accès. Alors, je disais, la retention policy, c'est quoi? C'est une politique que vous discutez avec votre employeur ou encore avec votre client qui va consister à déterminer pendant combien de temps vous pouvez garder le données dans votre serveur de sauvegarde. Ils peuvent vous dire que non, on a besoin que les données soient là pendant 6 mois. Après 6 mois, vous pouvez enlever. Alors, qu'est-ce que vous faites? Après 6 mois, je n'enlève pas. Après 6 mois, je peux maintenant stocker ces données dans des choses comme des bandes magnétiques ou encore dans des choses comme les disques durs physiques. Mais dans mon serveur de sauvegarde, où j'ai besoin que mes données soient disponibles rapidement en cas de panne, je vais laisser que ça soit en SSD. Donc, la politique de rétention, c'est ce qui permet de le faire. Et ce n'est pas vous qui l'imposez, vous discutez. Et ça doit être signé. Parce que lorsqu'il y aura perte des données, vous ne serez en mesure que de restituer rapidement les données qui ont été décrites au niveau de votre politique de rétention. Deuxièmement, la sécurité des backups. Pourquoi? Parce que je dis, on sauvegarde le serveur, on sauvegarde
le PC, on sauvegarde les données. Si quelqu'un tombe sur vos sauvegardes, c'est-à-dire qu'il tombe sur vos données, il tombe sur vos serveurs, il tombe sur tout. Voilà pourquoi une autre contrainte, c'est la sécurité. Et beaucoup de mécanismes de sauvegarde, vous permettent ou vous donnent encore la possibilité de sauvegarder les données de façon cryptée. De sorte que même si quelqu'un tombait sur ces données, il ne pourra pas avoir accès à ces données parce qu'elles sont simplement cryptées. Et troisièmement, vous devez avoir des BDR. Les BDR, ce sont les serveurs de backup. Le serveur de backup. Excusez-moi. OK. Les BDR, ce sont les serveurs de backup. Donc, c'est l'endroit où vos backups sont sauvegardés. Si vous avez opté pour un backup en local et non en cloud. Vos BDR, vous devez vous rassurer que ces BDR soient, par exemple, le SAN ou le NAS. C'est-à-dire, il vous permet d'avoir des technologies de redondance. Le RAID est configuré au niveau de tous les stockages. De sorte que vous savez suivre et évaluer tout ce qui se passe et tout ce qui va avec vos stockages. Je suis en train de cheater. Quels sont les critères de choix des technologies de backup? Vous devez miser sur la rapidité en termes de restauration des données. J'ai vu des technologies de backup où on va vous dire que non, si c'est une machine virtuelle, on sait rapidement restaurer les données lorsque la machine, votre hyperviseur de niveau 1 est Windows ou encore lorsqu'il est VMware. Donc, il faut bien vous assurer et bien voir ces options-là. Deuxièmement, l'externalisation. Parce que, souvenez-vous, vous travaillez sur une politique de rendre disponibles les données. Vous pouvez avoir un BDR, comme je l'ai dit, dans votre réseau d'entreprise et tous les backups sont stockés au niveau de ces BDR. Mais aussi longtemps que c'est en interne dans l'entreprise, s'il y a un problème, une catastrophe naturelle dans l'entreprise, vous perdez vos données parce que votre BDR est en local. Tout système ou tout mécanisme de backup vous donne ce qu'on appelle externalisation, c'est-à-dire des options qui vont faire la réplication, soit vers un site distant, soit vers le cloud. Alors, il faut voir le système que vous voulez prendre vous donne quel type d'externalisation. Est-ce que la réplication s'est faite sur un site distant ou la réplication s'est faite sur le cloud? Ça dépend de vous. Mais il faut que l'externalisation soit là pour que votre politique de backup soit fiable. Une petite parenthèse. Si un jour vous déployez une solution de backup et que vous implémentez l'externalisation, il faut aussi bien travailler sur le temps et l'heure de la synchronisation. Pourquoi? Parce que ce sont les données qui seront transmises de votre réseau vers les clouds ou encore de votre réseau vers un site distant, selon que vous êtes connecté via VPN, MPLS ou SD-WAN. Ça veut dire que cette synchronisation va impacter sur votre bande passante. C'est ainsi qu'il est conseillé, lorsque vous implémentez la synchronisation, de le faire les week-ends ou encore de le faire le soir. Mais tous ces éléments encore sont discutés au niveau de SLA avec le client. Il faut aussi voir que votre solution comporte une bonne option de restauration. Lorsque le système est down, quelles sont les options que vous avez pour la restauration de vos données? J'ai vu des systèmes de backup qui, lorsque vous faites les backups de votre Active Directory ou encore de Exchange, à l'époque où les gens utilisaient encore Exchange en local, si par exemple quelqu'un supprime un objet dans Active Directory, c'est-à-dire un utilisateur ou encore un container dans Active Directory, et si l'option de corbeille au niveau de Windows n'était pas activée pour restaurer tout ce qui est supprimé sur Active Directory, le backup peut restaurer juste cet unique utilisateur et cela de façon très rapide.
Donc, ce sont des options de restauration qui existent. Mais aussi la gestion des rétentions. Jusqu'à combien de mois votre système de backup peut sauvegarder le données. Et enfin, l'interface utilisateur facile à utiliser. Aujourd'hui, personne ne veut s'embrouiller et ne veut se compliquer la vie. Surtout face à ces choses. Parce que lorsque le système est down, on a besoin que la restauration se fasse rapidement. Et tous les systèmes de backup s'assurent de vous proposer des interfaces intuitives et faciles à utiliser. Parce que si déjà l'interface est compliquée, vous avez déjà la pression en termes de restauration des données, ça ne fait que compliquer votre temps et vous compliquer dans ce que vous faites. Quelques solutions. Il y en a plusieurs. Moi, je vous ai listé les solutions que j'ai utilisées, que je maîtrise. OK? Vous avez Vim, qui est une solution qui n'a pas un BDR, c'est-à-dire qu'il n'a pas un serveur physique. Vous devez vous-même monter un serveur physique où tous les backups vont partir. Mais il vous donne aussi une option de sauvegarde à distance. Vous avez StorageCraft. Son avantage par rapport à Vim est que StorageCraft, il fait le cryptage de vos backups. Vos backups sont sauvegardés de façon cryptée. Et lorsqu'il faut restaurer, la personne doit avoir la clé pour décrypter les données et restaurer. Vous avez Datto. L'avantage de Datto est que Datto vient sous forme d'une appliance, c'est-à-dire d'un périphérique que vous allez mettre dans votre réseau et tous les backups seront sauvegardés dans ces périphériques qui est en même temps le BDR et lui-même Datto est automatiquement connecté sur le cloud. De sorte que la réplication s'est faite sur le cloud. Et si vous avez un problème où le système, un serveur par exemple est down et c'était un serveur physique ou un PC, Datto a la capacité de restaurer ces serveurs dans moins de 10 minutes sur une machine virtuelle que vous pourrez accéder dans votre réseau interne. Par exemple, vous aviez un serveur de fichiers. Le serveur de fichiers, pour une raison ou d'une autre, est en panne. C'était une machine physique. Dans moins de 10 minutes, si vous aviez un backup sur Datto, automatiquement, il va redémarrer une machine virtuelle et votre service va retourner fonctionnel comme si de rien n'était, le temps que vous arrangez ou vous fixez les problèmes sur votre serveur et vous vous connectez. Unitrend, c'est une technologie qui a été achetée par Dell. Et si vous voyez même comment, à quoi ressemble son appliance, c'est vraiment comme un serveur Dell qui vous donne des possibilités de iDRAC, c'est-à-dire des connexions, même si le serveur est éteint, afin de voir l'interface graphique et tout ce qui se passe. Vous avez Carbonite, excusez-moi, il y a un O que j'ai oublié là-bas, vous avez Carbonite et vous avez Synology. L'avantage de Synology est que lui-même, c'est déjà d'abord un NAS. Au-delà d'être un NAS, il vous donne ces options et ces possibilités de faire la réplication et de faire la sauvegarde rapide de vos données. Alors, quels sont les éléments que vous devez considérer lorsque vous avez déployé un système de sauvegarde? Premièrement, vous devez apprendre à tester régulièrement vos backups. Parce que tu peux te fier que non, voilà, j'ai mes sauvegardes, j'ai mes backups. Mais si tu n'as pas une politique de tester tes backups, de tester tes sites distants, les jours qu'il y aura un problème, tu risques de te rendre compte que tu avais un problème. Tes backups, la chaîne, on parle de chaîne de backups, surtout lorsque vous avez des backups totales et des backups incrémentiels. Il y a une chaîne. La chaîne peut être brisée. Lorsqu'il faut restaurer, ça pose problème. Alors, un bon ingénieur a toujours un temps où il planifie une politique de test de ces backups pour se rassurer que toutes mes sauvegardes se font avec succès et sans problème. Deuxièmement, il faut toujours monitorer les BDR. Je dis les BDR, c'est votre serveur où les backups sont sauvegardés. Un bon ingénieur va configurer des méthodes d'alerte. Lorsque, par exemple, le serveur est éteint, il a le monitoring qui lui dit que non, les backups sont en train d'échouer parce que le serveur est éteint. Comme ça, il sait fixer et continuer à faire les backups. Parce que si tu ne monitores pas ton BDR ou encore ton appliance, tu vas penser avoir des backups alors qu'en réalité, tu n'en as pas. Mais aussi, pour des machines virtuelles et pour des équipements comme des SAN,
au-delà des solutions de backup que vous avez, ces équipements vous offrent des options de snapshot. Les snapshots, c'est quoi? Par exemple, sur Hyper-V, si tu veux faire une modification sur une machine virtuelle, tu peux prendre, et ils appellent ça checkpoint. Quand tu prends le checkpoint, c'est juste que tu fais un clic droit sur la machine virtuelle, créer checkpoint, il te le crée. Si tu fais les modifications et que ça ne fonctionne pas bien, tu peux restaurer l'état initial de cette machine à partir du checkpoint que tu avais créé. Les checkpoints, VMware l'appelle snapshot et beaucoup de solutions SAN, les équipements SAN comme Equalogic, comme Compellent, comme Nimble, les appellent aussi snapshots. Donc, encore, le backup, parfois on le néglige. Parfois, nous faisons confiance à nos configurations. Lorsque ça fonctionne, tout va bien. Mais, souvenez-vous, comme je dis au début, lorsqu'il y a un problème, le regard de tout le monde va tourner vers vous qui êtes ingénieur dans l'entreprise pour restaurer les systèmes. Et si vous n'aviez pas des mécanismes ou encore des solutions de backup mises en place, c'est à ce moment-là que tous les problèmes arrivent et c'est à ce moment-là que tous les problèmes interviennent. Je dis et je vous remercie. Je vais prendre quelques questions s'il y en a. Notre temps est déjà avancé. Il suffit juste de lever la main. Il y a une option sur Zoom qui vous permet de lever la main. Dès que vous levez la main, je peux prendre la question. Celui qui a une question, quelqu'un a écrit sur le chat qu'ils ont beaucoup de questions. On peut prendre 2 à 3 questions. Et juste à la fin, ici, vous avez mon contact. Le temps qui nous avait été imparti dans cette présentation est presque à la fin. Je ne saurais pas répondre peut-être maintenant à toutes les questions, mais vous avez mon contact là. Si vous m'écrivez WhatsApp, je vais répondre quand je pourrai ou encore sur mon email privé. Alors, je vais prendre la première question. Je vois, il y a M. Robert Ngoï. Monsieur Robert Ngoï, vous pouvez aller, vous êtes sur mute, vous pouvez enlever le mute et poser la question. Oui, merci, monsieur l'ingénieur, de votre exhortation ce soir. Je suis tellement content. Alors, ma petite question était celle de savoir, est-ce qu'il y a-t-il aussi possibilité de mettre à notre position les cours en caractère télécom? Parce que ça va de pair avec les réseaux informatiques. Alors, nous pouvons accumuler les DSAP, nous aider dans notre carrière de l'ingénierie en télécom. OK, il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas directement une question qui est liée à l'exposé que je fais. C'est vrai, tout ce que je dis, ce n'est pas dans une heure du temps que je pouvais implémenter ces choses. Mais d'ici là, vous serez informés. On aura des ateliers, des séances de travail, des configurations d'implémentation. Là, ça sera facile de voir comment implémenter et mettre en place ces choses. OK? Mais si tu as besoin de cours, de PDF, de vidéos, des choses comme ça, tu peux m'écrire sur WhatsApp. Je vais te les envoyer sans problème. Merci beaucoup, ingénieur. Merci. Ingénieur Alder Aïla, tu as la parole. Aïla. Alder, vous avez la parole. Oui, je suis là. Merci pour l'octroi du verbe. En fait, ma question, c'est sur les solutions que vous avez fait voir il n'y a pas longtemps. Elles sont des solutions qui sont d'abord gratuites, enfin, je vais dire libres. Elles concernent, qu'est-ce que je peux dire, quel système d'exploitation? Ils sont sur les serveurs Windows, serveurs Linux. C'est ça ma question, moi. OK, merci. Tous ne sont pas gratuits. D'ailleurs, la majorité ne sont pas gratuits. OK? Oui, Windows vous donne une solution qui est gratuite. Windows Backup, qui fait les backups sur le cloud. C'est une solution vraiment qui est gratuite. OK? On pourra les configurer dans les jours qui viennent. On pourra faire des partitions, des choses comme ça. Mais Vim, par exemple, en termes de système d'exploitation, c'est très difficile que je vous dise qu'ils sont sur tel ou tel autre. C'est comme je disais,
D'autres sont des appliances comme Datto. Datto comme Unitrend, c'est comme des serveurs qui sont BDR et qui sont directement solution de backup. Et ils sont là. Comment ils vont fonctionner? Vous avez une interface. Bon, tout se repose sur le noyau Linux, mais ça vous donne une interface web pour la manipulation. Vous pouvez aussi le faire en ligne de commande. Maintenant, vos machines clientes et vos serveurs peuvent être Linux, peuvent être Windows. Tout ce que vous allez installer, ce sont les agents. Dès que vous installez un agent sur vos machines clientes, le serveur va communiquer avec l'agent sur la machine cliente. StorageCraft, lui, c'est un logiciel d'application que tu installes sur ton Linux ou sur ton Windows comme serveur. Maintenant, tu déploies les agents au niveau aussi de tes équipements. Je parlais d'une technologie que je n'ai pas listée ici. Je l'envoie sur le chat, tout le monde peut la voir. Ovic. Ovic, par exemple, lui, il fait beaucoup plus, à part faire le monitoring de réseau, il fait aussi les backups de vos configurations réseau. C'est-à-dire, il va prendre toutes les configurations en temps réel de vos équipements réseau et il les garde sur le cloud. Donc, tu as accès à cela depuis l'interface, depuis le navigateur. Donc, pour répondre à votre question, Alder, c'est un peu ça. Satisfait. OK, merci. Il dit Zamaladi. Bonsoir, ingénieur. Bonsoir, Idi. J'aimerais savoir comment on peut récupérer les données. Par exemple, dans une entreprise où nous avons plus de 20 machines et nous voulons faire les backups. Nous voulons récolter les données dans chaque machine. Comment parvenir à le faire? OK, merci. Ce que vous faites, vous configurez d'abord votre BDR, c'est-à-dire votre serveur physique. OK? Alors, ces 20 machines, ça dépend. Ce sont des machines clientes ou des serveurs. Si ce sont des machines clientes, comme je le disais, dans une infrastructure qui se respecte, ça ne sert à rien de sauvegarder les données sur des machines clientes. Tout doit être sur le serveur et les machines clientes ne doivent être que des clients légers qui ont accès aux données depuis le serveur. Mais supposons que ce sont des machines clientes qui ont des données qu'on veut sauvegarder. Alors, ce que vous faites, vous avez votre système de sauvegarde des données. Si ces machines sont intégrées dans les domaines Active Directory, tout ce que vous ferez, vous pouvez déployer l'agent sur Active Directory et vous créez une GPO, une policy afin d'installer l'agent de façon silencieuse sur vos machines clientes. Dès que c'est fait, vos machines seront vues sur le serveur de backup et la sauvegarde va commencer à fonctionner. Et vous-même sur le serveur, vous allez maintenant modifier quels sont vos retention policy et tous ces éléments-là. OK, je vais prendre les deux dernières questions et puis je vais donner la parole à... Bon, j'ai vu 3, mais les V. On prend rapidement Brada Kiribouni. Arrête de te voir là. Allez-y. Merci. Bonsoir pour cette présentation. Alors, moi, ma question est celle-ci. La question liée aux données devient de plus en plus très sensible, surtout pour les entreprises. Alors, le choix de la solution fait appel à plusieurs aspects à évaluer. Ouais. Hormis les aspects techniques, j'aimerais savoir des choix que vous, personnellement, vous utilisez pour choisir une société. Avec la tendance actuelle, il s'avère qu'il est beaucoup plus adapté d'utiliser les clouds pour la disponibilité. Parmi les solutions, comment vous choisissez les solutions? Quels sont les critères que vous vérifiez pour choisir une solution crédible et adaptée pour une entreprise? OK, merci. Votre ligne posait un peu problème, mais je me suis quand même efforcé à écouter votre question. Si vous pouvez rentrer en mute, comme ça je vais répondre. OK, merci. Alors, je mets les critères qui sont ici, OK? En tout cas, les critères, il y en a plusieurs. Déjà là, j'ai mis quelques critères que moi,
je vais choisir. Mais au-delà de ces critères qui sont là, si je dois ajouter, je vais parler du coût. Du coût, c'est-à-dire combien coûte la solution. Et là, c'est important que les ingénieurs les comprennent parce que je vis des ingénieurs faire acheter parfois aux entreprises des choses qui ne servent à rien à l'entreprise. Même en termes de sécurité, on a toujours dit, il faut évaluer la valeur de la donnée que tu veux sécuriser ou sauvegarder afin de savoir quelle technologie mettre en place. Si la donnée que je vais garder est évaluée par exemple à $500, pourquoi je vais faire acheter à l'entreprise une technologie qui va coûter 10 000 ou 20 000 $? Vous voyez? Donc, le coût est aussi très capital. À part les coûts, il faut savoir quel type d'activité l'entreprise fait, mais quelle est aussi la taille ou la dimension de l'entreprise. Au-delà de la dimension et de la taille de l'entreprise, quelle est la technologie utilisée? Si, par exemple, ils sont sur des machines virtuelles VMware, je ne prendrai pas d'autres technologies comme Vim, parce que je sais que Vim travaille mieux avec Hyper-V, non pas VMware. Mais s'ils sont sur... et s'il me faut aller avec VMware, je vais par exemple prendre Datto. Je sais que Datto travaille bien avec VMware. Donc, tu vas faire le cadrage du projet, tu vas étudier le besoin afin d'évaluer la valeur et les prix des données que tu veux sauvegarder. Ainsi, tu vas te lancer. OK, Symphorien. Je crois que c'est la dernière personne que je veux prendre et puis on va remettre la parole à... S'il y a d'autres questions, vous avez mon numéro qui était affiché là. Vous pouvez toujours le poser. Quand je pourrai, je vais répondre. Je ne vais pas abuser de votre temps et du temps qui m'avait été donné pour cet exposé. Monsieur Symphorien Bidoya, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci de l'octroi de la parole. J'ai une petite question par rapport au sujet et aussi en rapport avec le cloud. Bon, je ne sais pas, la question de backup, c'est une question vraiment très pertinente comme nous l'avons tous suivi. Mais je ne sais pas, lorsque une entreprise doit solliciter les services d'un fournisseur cloud par rapport au backup, c'est l'entreprise qui doit justement chercher à négocier avec les fournisseurs cloud ou les backups dans ces cas-là sera vraiment la charge du fournisseur cloud totalement. C'est vraiment une question que j'ai par rapport à ça. Merci. OK, merci beaucoup. Parlant de cloud, il y a beaucoup de services, OK? Je vais juste te prendre un exemple de software as a service Office 365. On sait tous qu'à l'époque, il y avait ces serveurs qu'on appelait Exchange. Bon, pas à l'époque, jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'utilisent. Exchange, vous l'avez en local dans l'entreprise. Quand vous l'avez en local, la responsabilité des backups et des sauvegardes repose sur vous. C'est vous qui faites toutes les sauvegardes et toutes les backups de votre serveur Exchange. Mais lorsque je souscris à un serveur Office 365 auprès de Microsoft, les problèmes de backup, ce n'est plus sur ma tête. Si les emails sont supprimés, je vais retourner. Microsoft me donne des options pour restaurer mes emails. Mais aussi, il y a un SLA que tu vas avoir avec Microsoft par rapport à la durée où tes emails pourront être disponibles après suppression. Tu vois? Là, c'est sur les clouds, ce n'est plus sur ma tête. Mais dans une entreprise, il y a beaucoup de solutions. C'est vrai. O365, je l'ai sur le cloud. Je n'ai pas à m'inquiéter sur son backup. Qu'en est-il si je n'utilise pas Azure AD, c'est-à-dire Active Directory sur le cloud, mais je dois utiliser Active Directory en local? Alors, c'est ma responsabilité de faire le backup et la sauvegarde de mon Active Directory. Vous voyez? Alors, la responsabilité, si vous êtes sur le cloud, ça dépend aussi de quel type de cloud vous avez pris, parce que si tu as souscrit à un service IaaS, Infrastructure as a Service, c'est sur ta tête. Toutes les applications que tu vas installer dessus et autres, la sauvegarde de ces données, c'est sur ta tête. Ce n'est pas sur ton fournisseur cloud. Donc, à ce niveau-là, la responsabilité sera vraiment partagée et va dépendre des fournisseurs et dépendre de comment vous vous êtes convenu et beaucoup plus du service qui a été alloué.
OK, donc voilà un peu en ce qui me concerne, ce que je devais présenter et partager avec vous. Alors, il y aura toujours des temps de plusieurs activités que nous allons devoir faire. Vous verrez souvent des affiches, des annonces et autres. Alors, pour l'instant, je vais remettre la parole à Kalenga qui a une communication à donner. C'est lui qui nous a invités à participer dans ces webinaires. Je crois, Kalenga, je crois que tu as la parole. Merci beaucoup. C'était Corée dans sa première édition sur la place des techniques de sauvegarde des données dans une infrastructure système. Et nous disons aussi si tu entends parler, ton son il est trop bas. Je ne pense pas que personne ne t'écoute. Et nous disons aussi merci à notre invité du jour, Bethany Kendoa, notre ingénieur expert, qui nous a expliqué les sujets ici en long et en large. Nous sommes Coreasoft, conception, réalisation et analyse des softwares, un opérateur majeur d'hybrido, programmation et innovation en RDC. Coreasoft ouvre à ses clients et partenaires des savoir-faire uniques qui se reposent sur ces enjeux. Coreasoft met toutes ses expertises et son agilité à leur service. Le besoin de nos clients sont au cœur de notre stratégie d'évolution. Merci à tout le monde, merci aux participants et merci à notre invité pour cette première édition de ces webinaires. Merci à tout le monde et bonne soirée.